Je vous remercie d'avoir bien voulu me rendre une visite afin que nous discutions ou que je vous fasse part de ma petite expérience dans le secteur de la culture, de la politique culturelle du Sénégal dans une sous-région qui s'appelle West Africa et dans un continent qui s'appelle l'Afrique face à un monde en cours de mondialisation. Quels sont les enjeux? Quelles sont les contraintes? Quels sont les défis? Avant de rentrer dans le corps du sujet, je me présente tout simplement tel que je suis, un vieil homme de 60 ans qui a eu le privilège d'occuper des fonctions dans le secteur de la culture justement, ce qui me donne le privilège de pouvoir en parler avec vous comme conseiller culturel du président de la République à l'époque Abdoulaye Wade, puis ministre de la Culture, puis ambassadeur du Sénégal au Canada. Avant cela, j'ai publié un roman en 1990 qui s'appelle Lorsque la nuit se déchire, un autre en 2006 qui s'appelle Le crépuscule des vanités, un essai qui s'appelle Résistance, dont je vous ferai le plaisir de vous offrir un exemplaire avant votre départ. Je ne pense pas, à chaque fois que je parle aux médias, je dis que l'essentiel c'est pas de parler de moi, c'est de parler des questions qui se posent et des enjeux qui nous rassemblent. Pour ce qui me concerne, je considère que la culture, c'est ce qu'il y a de plus essentiel à un être humain. C'est ce qui norme ses valeurs, c'est ce qui forge sa personnalité, c'est ce qui se dégage quand cette personne se meut dans l'univers des hommes. Partout où l'on est, on dégage des signaux de sa culture, de cet héritage, d'un ensemble de valeurs qui font que vous êtes tel que vous êtes. L'écrivain Cheikh Hamidou Kane dit si bellement, une civilisation c'est une architecture de réponse. Une civilisation est essentiellement culturelle. Et c'est en cela que pour ce qui me concerne, je considère que la culture est l'élément fondateur de l'humain, lui donne son identité, forge ses aptitudes à répondre au réel autour de lui. En cela, on doit se poser une question dangereuse qui est: est-ce que des hommes acculturés peuvent avoir de grandes ambitions? Et c'est toute la problématique de l'homo africanus contemporain, dépouillé de ce qui faisait sa plus grande force, des valeurs ancestrales, une cosmogonie éloquente, qui a rencontré des religions révélées sans altérer sa force de proposition. Avons-nous perdu tout cela ou nous en reste-t-il quelque chose? C'est la question qui reste au cœur de ce que Cheikh Hamidou Kane, encore une fois, appelait l'aventure ambiguë. Il serait temps que nous regardions dans le rétroviseur pour savoir, comme il le disait encore une fois, cet après-midi je lui fais une part belle, ce que l'on gagne vaut-il ce que l'on perd? Je voudrais d'abord dire qu'en matière de politique culturelle, je pense que nos États ouest-africains gagneraient à en faire la locomotive de l'intégration. On a essayé l'intégration économique, on a essayé l'intégration politique,
et il semble que nous passons à côté du sujet. Il nous semble que si nous prenions la culture comme dorsale, comme colonne vertébrale de la politique d'intégration, les affinités entre nos ethnies, les affinités entre nos peuples, l'héritage historique que nous partageons faciliterait de beaucoup la solution des crises auxquelles nous faisons face. Prenez l'exemple du Sénégal et de la Gambie, qui ont des tensions politiques. Et pourtant, les ethnies sont les mêmes, les traditions sont les mêmes, la religion ou les religions sont les mêmes, les cousinages à plaisanterie sont les mêmes. Et au lieu d'utiliser ces mécanismes-là, nous négocions comme le colon nous a appris à le faire, en se faisant face autour d'une table qui nous sépare, puisqu'elle ne nous rassemble. Nous avions l'art de la palabre qui est sans aucune séparation entre ceux qui parlent. Nous étions en cercle, sans aucune fissure entre les différents interlocuteurs et sans aucune hiérarchie, parce que dans un cercle, par définition, tout le monde est à équidistance du centre. Et ça, c'est des faits culturels dont il faut comprendre les ressorts intérieurs et les mécanismes pour les adapter à la modernité. Politique culturelle intégrée donc, pour moi, c'est un enjeu colossal au niveau de l'UEMOA, c'est les organismes que nous avons aujourd'hui, ou de la CEDEAO, ou disons simplement au niveau de la région ouest africaine. Il y a des cohérences, il y a des fraternités enfouies qu'il faut sortir des frontières coloniales et laisser vivre comme dans une zone géographique culturelle cohérente. Politique culturelle pour sauvegarder nos deux patrimoines, le patrimoine immatériel, qui est donc tout ce que je viens d'évoquer en termes de savoir, en termes de pratique, et le patrimoine matériel qui est, pour ce qui nous concerne, déjà évanescent dans la mesure où la plupart de nos édifices, en tout cas au Sénégal, ont été ensevelis sous les coups de boutoir du colonialisme. Par contre, au Mali, à Tombouctou notamment, à Djenné, en pays de Bon, nous trouvons encore des traces d'une architecture ancestrale. Nous trouvons dans la plupart des musées d'ici et d'ailleurs des objets de culte traditionnels, devenus obsolètes certes, mais qui gardent encore de pleines saveurs pour dire la manière dont nous vivions avec la nature ou la manière dont nous vivions en complicité avec la nature. Patrimoine immatériel, c'est tout ce que nous avons appris à être en confrontation avec la nature et les savoirs que nous en avons tirés. Ces savoirs sont aujourd'hui encore vivaces dans le domaine des praticiens. Beaucoup d'éléments de nos cosmogonies et de nos savoirs traditionnels permettent aujourd'hui à des millions de personnes qui n'ont pas accès aux soins médicaux modernes de se soigner. Ce savoir fait partie de notre patrimoine immatériel et doit être valorisé, c'est-à-dire porté à la forme de modernité qui puisse rendre intelligibles ces valeurs, ces concepts et ces produits. Parce que la culture n'est pas le folklore.
Le folklore est un élément de la culture, mais il n'est pas la culture. Et la tendance à la médiatisation d'un certain nombre d'éléments de la culture, notamment la danse, ou ce que j'appelle et aborde la world music, qui a défiguré nos musiques, qui sont classées dans cette rubrique parce qu'elles sont inclassables selon les codes de l'Occident. Alors on a un grand fourre-tout où on appelle ça world music en lui appliquant des codes sonores qui font que la plupart de nos grands talents défigurent l'âme de nos musiques fondamentales pour les adapter à ce que l'on appelle le marché mondial. Or, dès qu'on mercantilise la musique, elle perd un peu de son âme. Et c'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui plusieurs chanteurs et peu de créateurs au sens d'originalité du terme, au sens aussi d'énergie qui porte du sens pour les humains. Et c'est vrai que la plupart des tubes de nos artistes, ce sont des tubes évanescents qui durent un mois et qui après tombent dans l'oubli, dans la mesure où elles n'ont rien d'essentiel qui puisse défier le temps et l'espace. Les politiques culturelles qui sont menées dans nos différents États sont donc des politiques issues de l'héritage colonial. Elles perpétuent les mécanismes coloniaux. Elles n'ont pas encore, à mon sens, comme dans beaucoup de secteurs d'ailleurs, conquis leur indépendance. Et c'est pourtant un des défis de l'indépendance que la reconquête de nos cultures nationales. J'aime beaucoup citer Frantz Fanon qui a, sur ce plan-là, apporté des arguments essentiels pour la nécessité, dans la voie de la consolidation de l'indépendance, de la réappropriation de nos cultures nationales, qui doivent garantir nos souverainetés mentales, sans lesquelles nous ne pouvons pas produire du sens, nous ne pouvons pas nous déterminer face aux autres aires géographiques et culturelles et donner notre part, mais aussi prendre notre place, sans ambition démesurée, mais aussi sans timidité excessive. Chaque peuple produit des valeurs, produit du sens, et ces valeurs et ce sens doivent être reconnus comme tels et respectés. Je pense donc que le Sénégal, dans sa place en Afrique de l'Ouest, doit se donner les moyens de renouer avec les dynamiques de sa trajectoire initiale. Quand je dis cela, je dépasse les frontières du Sénégal parce que le Sénégal en tant que tel n'existe pas depuis si longtemps. Il y a eu avant le Sénégal des grands empires dans cette sous-région. Il y a eu l'empire du Mali, il y a eu l'empire du Ghana, il y a eu des tas d'aires politiques et culturelles que les colons ont défait pour nous parquer à partir de Berlin dans des micro-États qui séparent des frères et sœurs. Et je raconte souvent l'anecdote de deux jumeaux dont l'un était mauritanien et l'autre sénégalais. Il faut quand même le faire. Et c'est cela qui explique notre sous-développement. Le partage de Berlin n'était pas un partage fait au hasard. Le fait que les Anglais aient mis cette excroissance gambienne dans le cœur du Sénégal, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si, là où un fleuve est un trait d'union, ils en ont fait une frontière. Un fleuve, le fleuve Sénégal, entre le Sénégal et la Mauritanie, ça devrait être un trait d'union, parce que l'eau est source de vie. Et comme telle, elle doit rassembler les populations et non les séparer. Mais le colon n'a rien fait au hasard. À Berlin, des visionnaires, entre guillemets,
avait pour ambition de nous installer durablement dans la pauvreté, de nous installer durablement dans les conflits frontaliers et de nous fixer dans une inactivité qui à terme nous appauvrit et suscite de la violence entre eux. Aux indépendances, entre guillemets, nous n'avons rien fait pour inverser cette tendance. Et pourtant, dans nos cultures, j'y reviens, il y a tous les substrats nécessaires pour briser ces frontières-là. La vertu ancestrale de cousinage à plaisanterie, qui fait que nous, au Sénégal, entre deux ethnies, il y a un mécanisme social, ludique, qui s'appelle le kal en Wolof, et qui fait que quand un Sérère rencontre un Halpulaar, ils sont frères instantanément, même sans s'être jamais connus. Il suffit que chacun donne son patronyme pour que l'on reconnaisse le frère Sérère, le frère Halpulaar, l'un en l'autre, et c'est déjà le fondement d'un mécanisme de gestion des conflits que les ancêtres nous ont laissé en héritage. Ce mécanisme de fraternité à plaisanterie, nous pouvons l'étendre dans toute l'Afrique de l'Ouest parce qu'il existe au Mali, il existe au Burkina Faso, il existe au Niger. Et donc nous pourrions, dans cette sous-région-là, avoir ce que j'appelle une semaine de la parenté à plaisanterie qui ferait que toutes les ethnies et tous les patronymes, ici l'India il s'appelle Diata au Mali, je pourrais vous rentrer dans ces détails-là une autre fois, mais je veux dire, dans toute cette sous-région ouest-africaine, il y a une cohérence que nous gagnerions à magnifier et dont nous devrions faire la dorsale de toute politique culturelle qui est vraiment l'ambition de nous libérer et de libérer nos énergies. Je crois aussi que vis-à-vis de nos enfants, la réappropriation des contes et des légendes comme support pédagogique pour leur apprendre à être dans nos contes, dans nos traditions, dans les veillées africaines bien connues chez nous. C'était l'occasion, à travers les proverbes, les contes et légendes, de livrer des leçons de vie, de distiller des savoirs à un niveau accessible à l'enfant et lorsqu'il grandit et lorsqu'il parvient à ce que l'on appelle l'âge de l'initiation. Là encore, il passe un autre cap où on lui donne un certain nombre de codes d'honneur. On lui apprend à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas trahir, à ne pas médire, à partager. Tous des codes moraux que, à la phase d'initiation, on inculque à l'homme. Mais dans la plupart de nos ethnies au Sénégal, cette tradition d'initiation est en perdition. Il n'y a que dans certaines ethnies au sud, en Casamance particulièrement, dans le Kédougou, chez les Djalonké, chez les Bassari, chez les Diakhanké, que ces traditions d'initiation persistent. Il faudrait évaluer ces mécanismes, les restaurer et les réhabiliter pour nous reconstruire. La culture à l'échelle continentale africaine montre plusieurs constantes. Si nos pays sont différents, nous voyons une cohérence globale de notre cosmogonie et qui fait qu'il y a une unité
du continent. Il y a une cohérence de l'âme continentale. Et c'est sur cette âme-là, enracinée dans nos valeurs culturelles, qu'il faut reconstruire le rêve panafricain. Je vous ai donc amené à ce qui est, à mon sens, fondamental, c'est qu'aucun rêve panafricain ne peut se faire à partir de mécanismes idéologiques étrangers à ce que nous sommes.